Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Un dernier mot avant ce nouvel épisode, je vous donne rendez-vous le mercredi 11 décembre à Annecy pour les Trail Running Awards 2024 organisés par Milestone et présentés par Miles Republic. Un événement qui célèbre les contributions des athlètes, des entreprises, des équipes et des initiatives qui ont marqué l'année 2024. Toutes les infos sont aussi disponibles sur trailrunningawards.com. Bonjour à tous, je suis vraiment très content aujourd'hui de recevoir dans cet avant-dernier épisode 2024 de Trail Business Club le premier binôme de ce podcast. Unis dans la vie, parents d'un petit garçon, ils sont aussi associés dans leur vie professionnelle puisqu'ils sont les cofondateurs et dirigeants de la marque Wise Trail Running. J'ai nommé Axel Nardou et Guillaume Bocas. Bonjour à tous les deux. Bonjour Fred. Bonjour Fred. Alors, on va passer 1 heure ensemble. Vous allez nous raconter votre histoire, celle de cette jeune marque annécienne, et revenir sur ce qui ressemble déjà à une success story. Pour commencer, j'aimerais bien que vous vous présentiez chacun et que vous nous racontiez comment vous vous êtes rencontrés aux antipodes de la France et pourquoi vous avez posé vos valises aujourd'hui à Annecy. Je vais tout de suite donner la parole à Axel. Du coup, on s'est rencontrés en Nouvelle-Calédonie avec Guillaume en 2015, en 2015, sur un trail, sur un raid du Nord à Yengen, donc qui est une petite ville dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, vraiment un endroit hyper paumé. C'était absolument improbable qu'on se rencontre sur cette course. Et du coup, on était tous les deux des gros passionnés de trail. Et voilà, ça a tout de suite matché. Et du coup, on a tout de suite. Alors c'est pas tout à fait, je nuance parce que Ouais. Axel était une grosse passionnée de trail. Elle était, quand je l'ai croisée, elle était en train de jouer sur un podium sur la course. Et moi, c'était mon premier trail à l'époque. Donc je courais déjà beaucoup, mais c'était la première fois que je m'alignais sur une course. Alors, tout le monde peut se demander qu'est-ce que vous faisiez tous les deux en Nouvelle-Calédonie. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'était une opportunité professionnelle. À l'époque, je travaillais dans les spas et j'avais une opportunité professionnelle en Nouvelle-Calédonie et j'aimais bien cet endroit. Et moi, j'y suis arrivé. Alors, je suis originaire de là-bas. Je suis né en Nouvelle-Calédonie et j'avais pas remis les pieds là-bas depuis une quinzaine d'années. Donc, j'avais la volonté pendant mon année de césure. J'étais en école d'ingé à l'époque et j'avais une volonté de renouer avec mon île de naissance. Donc, j'y suis retourné dans le cadre d'un stage ingénieur. Je bossais pour une compagnie minière à l'époque. Et c'était une période assez, vraiment cool parce que j'ai commencé à découvrir la course en nature à ce moment-là. En À cette époque-là, ce que je faisais, j'avais trouvé un super pote avec qui on s'amusait à aller explorer des portions de l'île. C'est une île qui est très sauvage, où il y a en fait, il y a des quartiers IGN avec des sentiers qui sont pas du tout, des vieux sentiers miniers, qui sont pas référencés, qu'il y a pas de, il y a pas de GR, enfin si, un GR Nord qui venait tout juste d'être tracé à l'époque, mais c'était une île où il y avait vraiment ce sentiment qu'on pouvait explorer plein de choses et qu'on était un peu des pionniers. Et donc ma passion, pendant cette césure, c'était d'aller, dans des endroits les plus reculés possibles de la Calédonie, hem
Et voilà, donc c'est un peu comme ça que je me suis mis à la course en pleine nature. C'était pas vraiment du trail, enfin, on peut pas dire que c'était du trail, c'était plus une sorte de course d'orientation, trail, voilà, un peu à notre sauce. Et je suis arrivé sur un au raid du Nord, un peu, curieux de voir ce que ça donnait, et j'ai croisé Axel dans, en fait, elle était je l'ai doublée juste en haut de la première côte, et quand je l'ai croisée, je me suis dit: «Waouh, elle grimpe fort», et cetera. Enfin, et en fait, c'était la première fois que je faisais une course, donc j'ai pas arrêté, j'avais du mal à suivre le balisage sur cette course qui était quand même assez sauvage, et je me suis perdu une première fois, je suis revenu, j'ai retrouvé la route, et là je l'ai doublé une première fois, enfin une deuxième fois, et je me suis reperdu, je crois, 2 ou 3 fois comme ça, et à chaque fois je la redoublais, et ça finissait par être comique jusqu'au moment où j'étais rincé, j'avais plus de jus, et je suis On a resté fini avec la elle. course On a fini ensemble. la course ensemble. Je suis resté avec elle en mode: «Bon, bah, en fait, ça sert à rien que je te double», et donc voilà, C'était une belle rencontre. ouais. On devait se rencontrer, on n'avait pas le choix, quoi. Donc vous vous rencontrez à l'autre bout du monde. Guillaume, toi, tu as une formation d'ingénieur. Tu as fait une école, je crois, du côté de Nancy, c'est ça? Et toi, Axel, tu as une formation plutôt dans tout ce qui est spa, bien-être. C'était Ouais. quand même presque le hasard, mais finalement, c'est un hasard heureux qui va vous amener ensuite, je crois, sur les chemins du Népal. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai qu'après, on s'est rencontrés, on a partagé plein de trails ensemble, voilà. Et à un moment donné, en fait, moi, je rêvais d'aller au Népal. À l'époque, je regardais pas mal de choses là-dessus, et puis j'ai partagé cette envie à Guillaume, qui était clairement emballé par l'aventure. Et c'est comme ça qu'on a décidé, ouais, d'aller faire un trail avec Dawa Sherpa, qui s'appelle le Solo Khumbu Trail. On a fait ça en 2016. 2017. 2017, ouais, tu vois, j'ai plus bien les scènes en tête. En 2017, et c'était vraiment une sacrée aventure humaine. Et enfin voilà, c'est toujours, je pense que c'est toujours ce qui nous anime, de mixer toujours le trail avec quelque chose d'humain, des belles rencontres, des beaux paysages à voir. Et c'est vrai que je pense qu'on est revenu changer de cette aventure. Il se passe un petit peu de temps entre 2015, 2017, ce voyage au Népal, et puis 2019, l'année où vous décidez de créer cette marque. En tout cas, je ne sais pas si dès le début le nom Wise est évoqué. D'ailleurs, vous allez nous redire ce que signifie Wise, parce que je pense qu'il a une petite signification avec votre voyage au Népal. Comment on se lève un matin de 2019 en se disant: bah tiens, on va créer une marque de textile, de vêtements, sans peut-être trop savoir vers où vous allez aller, mais comment on se lève un matin, comment on peut expliquer à des gens qu'un matin on se lève et on se dit allez hop, on se lance. Ouais, je pense qu'on a toujours eu envie, depuis le jour où on s'est rencontrés, on a toujours eu envie de monter quelque chose ensemble. C'était pas notre première idée de boîte, on en a eu quelques-unes avant. On cogitait pas mal, ah tiens, et voilà. Et en fait, à un moment donné, en fait, on a été en Nouvelle-Zélande parce que c'était juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. À cette époque, je préparais mon premier ultra, qui est l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie. Et on était parti pour découvrir la Nouvelle-Zélande, faire des bornes là-bas. Et en fait, on était en van. Et puis, c'est vrai qu'on parlait pas mal de vêtements éco-responsables. Là-bas, ils sont énormément tournés. Ils sont ils ont une conscience écologique assez poussée. Et à ce moment-là aussi, en Calédonie, il y avait une marque qui était Picture, qui venait de s'implanter. Et du coup, on avait commencé à découvrir ça dans le lifestyle. Et on s'était dit, ah, c'est sacrément cool et tout, fais voir. Et en fait, on a commencé à regarder un peu des reportages sur la confection des vêtements. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en trail, c'était un sujet qui était très peu abordé. Et nous, on s'est dit, ah ça, ce serait le top, c'est d'avoir une marque qui soit ultra technique, mais qui fasse vraiment pas de compromis sur l'environnement. Et c'est de là, en fait, qu'on est parti et qu'on s'est dit, bon, allez, on plie bagage de Nouvelle-Calédonie, on rentre en France et on crée notre, notre première collection. Donc, voilà. En fait, je pense que on avait aussi cette idée-là, je me souviens très bien, on était du coup en train de faire un circuit qui s'appelait le Kepler's Track,
en Nouvelle-Zélande et c'était, normalement, c'est une randonnée qui se fait sur plusieurs jours. Ça fait 60 kilomètres et je crois qu'il doit y avoir 2 800-3 000 D+. Et c'était notre gros bloc de ce séjour en Nouvelle-Zélande. Donc on était Ouais, partis le faire à la journée. Et donc, tu vois, quand on fait des bornes, on a toujours des idées un peu, enfin, on a ça tout fuse. le temps de bien discuter, de beaucoup parler. Et je pense qu'on avait quand même bien affûté notre sensibilité environnementale depuis quelques années en Mmh. Nouvelle-Calédonie. Euh, on faisait quand même, on était très sensible à toutes ces problématiques-là. Et c'est pendant le Kepler Strike, je me souviens, on se dit, mais on fait gaffe à ce qu'on achète, à nos modes de consommation dans notre vie de tous les jours, mais on va dire le trail, c'est 80 de de ce qu'on fait en fait, en fait, le lifestyle, c'est qu'une toute petite partie de notre vie. Notre vrai lifestyle, c'est le trail. Et pourquoi comment se fait-il qu'on n'aborde pas ces sujets-là quand on fait du trail? On n'est pas, tu vois, on n'est pas un sport de motocross, enfin rien contre la motocross, mais je veux dire, on est un sport où on essaie d'être connecté avec la nature, c'est ce qu'on Mmh. recherche. Et quand on a réalisé ça, ça nous semblait être vraiment un il y avait c'était un vrai trou dans la raquette de l'offre, enfin de ce que les acteurs principaux proposaient sur le marché. Ça nous semblait vraiment être une évidence et là on est rentré le soir en se disant: «C'est enfin vraiment C'est ça. eureka, c'est ça notre projet», tu vois? On a commencé à cogiter Bah, et on a commencé ouais, à chercher le nom, le heu, logo. ouais et après je pense qu'on est un peu, enfin voilà, on est un peu, fonceurs, donc on a plaqué très rapidement, on a très rapidement posé notre démission, pour se lancer dans ce projet. OK, comment on fait ça? Ben non, mais on peut pas faire ça à la Nouvelle-Calédonie, il faut le faire, au plus proche, des industries où on va le faire, donc c'est en France, donc et de nos consommateurs, enfin des potentiels clients, donc c'est en France qu'il faut le faire. Donc ça a été un changement de vie très radical pour nous, hem, très abrupt, puisque enfin je crois que l'idée c'était en mai et en septembre, On était partis. on était partis et en octobre, voilà, je pense qu'on est arrivé pour ouais, on arrivait pour faire les Templiers. Toi, tu devais faire les Eh oui, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, octobre 2019. Alors j'ai mené quelques recherches. Donc vous installez votre première société à Pau, dans les Pyrénées, hein, c'est la création. La date, c'est même le 7 novembre 2019, la date de dépôt. La date de création officielle, je crois que c'est le 12 novembre 2019, donc vous êtes dans le juste. Comment on fait une étude de marché ou on part bille en tête avec cette idée que vous avez depuis la Nouvelle-Zélande? Vous mettez combien d'argent dès le début? Vous faites un appel à des dons, vous faites un crowdfunding, je crois même, pour essayer de récolter un peu d'argent. Racontez-nous le début de cette aventure. en fait, c'est vraiment pas un cas d'école, Wise, C'est c'est sûr. tout ce que je recommanderais pas. Il y a je pense que rétrospectivement, en fait, on se rendait pas compte à quel point on était démunis pour me lancer ce projet. Hem, on est rentré, alors on pensait pouvoir compter en lançant le projet sur le premier business angel de France, qui est Pôle emploi. Mais en réalité, comme on avait vécu à l'étranger, on n'a pas du tout eu de Pôle emploi. Donc on s'est retrouvé avec, on avait, 40 000 € sur le compte et pour lancer la marque. C'était nos économies Et pour vivre. et pour vivre du coup. Donc on avait, voilà à peu près, 1 an devant nous, c'est ce qu'on se disait, pour lancer la marque et on avait un bébé aussi en route. Donc ce qui était vraiment pas la config optimale. Je pense qu'on était complètement, inconscients de ce que ça impliquait en termes de marketing et de commercialisation. Donc je pense qu'on n'avait pas forcément une idée, on a vraiment approché le projet sous le prisme du produit. C'est-à-dire que pour nous, le sujet, c'était de trouver le produit et on était obsédés, ça c'est peut-être, tu vois, des formations ingénieurs et puis pratiquants. Hem, il fallait qu'on trouve le moyen de faire un très bon produit, sans rien connaître de l'industrie. Donc on a passé les 3 premiers mois à visiter des Mmh. usines, à essayer de comprendre un maximum de choses sur, cette industrie. Hem et il fallait très rapidement on avait je pense que la seule chose, qui est aujourd'hui vraie et que je pense être, quelque chose de bien qu'on a fait, c'est qu'on avait la conviction qu'il fallait très vite expérimenter et quitte à se planter. Donc il fallait très vite sortir un produit qui soit, f tu vois,
le minimum fonctionnel, un MVP. Et donc, et on s'est mis des deadlines assez ambitieuses dès le début. C'est-à-dire qu'on est arrivé en novembre, enfin, on a lancé l'entreprise, on arrive en octobre, et dès février, alors qu'on connaissait rien de l'industrie 3-4 mois avant, on était en train de faire une campagne de financement participatif. Je pense que dans cette phase-là, donc on a eu le temps de comprendre beaucoup de choses sur l'industrie, mais on a aussi compris qu'on ne savait pas commercialiser un produit. Et enfin, on ne savait pas comment s'y prendre. Donc Axel a eu la brillante idée de s'inscrire sur des cours de, c'était quoi? C'était pas Open Classroom, c'était un Mentor, ouais, non, c'était ça, je sais Live plus. Mentor, non? Live Mentor, ouais, c'est ça. Live Mentor, qui nous ont aidés à nous structurer sur la partie commerciale avec un coaching, et cetera. Donc on a réussi à sortir, voilà, en 4 vraiment, très rapidement, je dirais en 1 mois et demi, une stratégie, marketing pour commercialiser le produit qu'on venait de développer. Et c'était, qui était 2 t-shirts, un t-shirt homme, un t-shirt femme et un short et une jupe short. Ouais. C'était les 4 premiers produits. Mais les premiers produits éco-responsables, spécialisés trail du marché. Et ça, c'était on l'a fait sur Ulule. Enfin, on a fait une campagne Ulule qui s'est, je trouve, rétrospectivement très bien passée, incroyablement bien passée, au regard du peu de connaissances qu'on avait sur sur le marketing digital. Donc on a vraiment tout appris sur le tard. Tu vois, moi j'ai appris à utiliser le business manager de Meta pour faire des pubs pendant qu'on lançait la campagne de crowdfunding. Enfin, tu vois, Ouais, tu vois, c'était vraiment sur le tard. On s'est vraiment débrouillé. Je pense qu'en fait, on s'est à chaque fois challengé sans s'en rendre compte. On s'est mis à chaque fois dans des choses où, bah, allez, maintenant, faut y aller. Et en fait, petit à petit, on s'est comme ça, on s'est tout le temps poussé hors de nos zones de confort et on a été forcé d'apprendre plein de choses. Et il y a un mindset dans lequel on était quand on est arrivé et que je pense qu'on a toujours gardé. Peut-être un peu moins maintenant, on met un peu plus de sécurité dans ce qu'on fait. Mais au début, je me souviens qu'avant de partir, on avait croisé on avait fait un déjeuner avec un ami, Christophe, qui nous avait dit, «Écrivez sur un papier, votre plan A, votre plan B, votre plan C», et enfin, tu vois, genre tous des trucs. Et donc on avait écrit comment on imaginait que les choses allaient se passer. Et il avait dit: «Bon, maintenant prenez votre plan B, votre plan C, votre plan D, enfin tous les autres plans, et déchirez-les». Vous les foutez à la poubelle, il n'y a pas d'autre plan. En fait, votre plan, c'est que ça fonctionne, en fait. Et du coup, en fait, on s'est mis dans une configuration où on n'avait pas d'autre choix pour que ça fonctionne. C'est-à-dire on n'avait pas de situation, enfin on n'avait pas de travail à côté, heu, qui nous permettait d'avoir une situation professionnelle, confortable. On n'avait pas de, tu vois, on avait quitté nos jobs, de Nouvelle-Calédonie, on était en France, on avait un enfant, on avait Léonard qui était en train d'arriver, il fallait que ça fonctionne. Il y avait pas d'autre choix. Et ça, quand tu es dans ce mindset-là, ça te force à constamment trouver des Ben, ouais, solutions. c'est ça. À tout le temps te dire, bah, allez, j'y vais, de toute façon, il faut qu'on trouve la solution. Et Et parce que je pense que l'essentiel de l'entrepreneuriat, enfin vraiment le cœur de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de gérer des imprévus, des choses qui se passent pas comme on l'avait imaginé. On fait un plan, on essaye d'aller à l'endroit d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, mais sur cette route-là, en fait, il y a plein de choses qu'on n'avait pas imaginées qui vont se produire. Et je pense que tout le talent de l'entrepreneur, c'est de réussir à trouver des solutions face à ces problèmes-là. Et quand tu as pas le choix, ben, tu les trouves. Alors justement, est-ce que c'est aussi votre force quelque part de votre, couple, de votre union qui fait que d'un côté, il y a la rigueur de l'ingénieur qui pourrait dire à un moment: «Ah bah non, non, faut qu'on suive ce plan, faut que ce soit carré, faut que ce soit comme ça». Et puis il y a souvent l'intuition féminine qui est très forte, dont on parle souvent, et que toi, Axel, tu t'es dit, bon, allez, inconsciemment, je m'appuie sur la rigueur de Guillaume. Et puis Guillaume, tu t'es dit, bon, allez, finalement, c'est peut-être l'intuition féminine qui va payer. Et puis on fonce dans cette voie-là. Et puis on se pose pas de questions. Même à ce qu'à un moment, tu dis, vous êtes, faut répondre à toutes les problématiques, les résoudre. Mais est-ce qu'à un moment, vous avez douté et vous avez même pensé arrêter ce projet?
Bah, c'est vrai. En fait, je pense on fonctionne vraiment comme une équipe. Du coup, c'est vrai qu'on arrive toujours à avoir, des débats ensemble et en fait, à chaque fois, on s'aligne et on se dit: «OK, c'est comme ça qu'il faut aller». C'est vrai que je pense on a peut-être des visions un peu différentes, mais qui se complètent toujours et qui apportent, un truc, hyper chouette et et c'est vrai que, bah, oui, bien sûr, il y a des fois où on s'est dit, je pense, il y a des ouais, il y a une fois, je pense qu'on a Non, eu 2 gros alors moi on a eu j'en 2 cite gros doutes. moi j'en compte, 6 même, si 6 ou 7 oui. J'étais plus sympa. Heu, non mais en vrai, Ouais. je pense qu'il y a bien il y a au moins 6 fois comme ça, 6 ou 7 fois où on était à 2 doigts de lâcher le truc. Là où je trouve que le duo fonctionne bien, c'est que, hem, Axel a toujours eu les moments de les é vraiment les éclats de génie sur, comment nous dépatouiller de situations. Merci. Heu, tu vois, dans les ou même de manière générale, je pense qu'elle a vraiment la capacité d'avoir l'image d'ensemble, une image d'ensemble et de trouver une voie alternative à laquelle on n'avait pas pensé. Il y a plein de fois où elle nous a dépatouillés de situations où moi, tu vois, je vais être un peu, tu sais, ingénieur, esprit ingénieur, c'est-à-dire que je cherche à résoudre tous les problèmes alors je sais plus que c'est quoi ce proverbe, mais tu sais, on dit, le la différence entre l'homme intelligent et l'homme sage, c'est, heu, l'homme intelligent va trouver des solutions aux problèmes et l'homme sage va les éviter et et du coup Axel, c'est ça, c'est, un peu la sagesse. Elle va essayer d'éviter les problèmes que moi je vais essayer de m'obstiner à résoudre. Donc il y a un peu de ça et puis, après dans les problèmes, dans les cas de figure, à chaque fois ça correspond à des phases différentes de maturité de l'entreprise. Mais je pense immédiatement, on a été très, très rapidement en danger. On a vécu constamment dans une période, extrêmement dangereuse, d'un point de vue entrepreneurial parce que quand on a lancé la campagne de financement participatif, enfin de crowdfunding sur Ulule, donc notre première opération, commerciale, qu'on a lancé le 19 février, qu'on a clôturé le 19 mars. Le 17 mars, on a été confinés, avec, le covid, on l'oublie, mais on a on a passé, Ouais, toutes les usines ont fermé, enfin tout a fermé en fait au moment où on devait lancer nos productions. et donc on s'est retrouvés à lancer dès la première année enfin, on a livré nos produits, je pense qu'un truc genre le 15 novembre, je sais plus, toute notre collection été, le 15 novembre, donc timing vraiment vraiment nul. Ouais, je crois qu'on avait vraiment énormément de retard, mais au final, ça a été un Ouais, mal pour un bien ouais. aussi. Ça nous a permis, en fait, voilà et c'est là aussi, ça c'est En intéressant fait, à c'est raconter. marrant parce que nous, le Covid, du coup, tout le monde nous dit: «Ah, en fait, ça a dû être hyper dur pour vous» et en fait, nous, clairement, quand on avait fini la campagne de crowdfunding, en fait, on s'est retrouvés dans un énorme problème. C'est qu'en fait, l'atelier avec lequel on avait, commencé de travailler, en fait, ça marchait pas du tout et en fait, ils allaient pas réussir à nous sortir un prototype, viable Il y et avait zéro chance qu'on arrive à faire une on production, on n'aurait de pas qualité avec eux. on pouvait pas livrer nos clients. En fait, on avait vendu des vêtements sur des photos 3D. À l'époque, on nous avait dit: «Ah mais ça fonctionne comme ça, vous faites des photos 3D. Nous, pas de souci, on va faire après des prototypages, des patronages et tout» et ça fonctionne comme ça. Parce qu'en fait, on n'avait pas de proto à photographier, pour lancer la campagne. Donc on s'est dit: «OK, bon, bah, on va faire avec les photos, ça va bien marcher» et seulement quand on a vendu donc du coup pour, 25 000 € de produits et à la fin de cette campagne, en fait, pendant la campagne, l'atelier n'arrivait pas à nous faire un proto, qui ressemblait en fait à ce qu'on avait vendu. Donc en fait, le Covid est arrivé et nous, ça nous a permis de trouver une C'est solution, c'est-à-dire de trouver un prototypiste qui est notre prototypiste actuel et qui enfin, nous a nous a sauvés quoi c'est et du coup, en fait, ça nous a permis de nous retourner et de trouver le prototypiste qui fonctionnait bien et de trouver la manière de fonctionner, qui c'est allait et pouvoir, sortir notre prod. bah, c'est très, très drôle de penser à ça rétrospectivement parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui arriverait enfin, on se rend compte quand on raconte l'histoire qu'on est enfin, tu nous vois sourire, hein, on se rend compte qu'on était des vrais newbies, on connaissait Ouais, rien, hein, enfin vraiment, tu vois, là, on nous avait dit: «Oui, oui, c'est bon, vous allez on va faire des modèles 3D, ça va très bien fonctionner». Heu et aujourd'hui, tu vois, jamais on serait passé quelque chose comme ça. parce que maintenant on a Mmh, la connaissance du milieu, on heu, sait comment ça fonctionne et tout et c'est vrai que là on partait d'une page blanche et du coup, si tu veux,
on faisait confiance des fois et du coup là, Non, et puis on a il aurait pas appris fait et et en on a fait appris, ouais, et du coup clairement. de cette première expérience, donc c'est ça aussi, c'est que du coup de chaque, situation quand même, dramatique, hein, le covid, c'était potentiellement dramatique pour nous, bah, on a réussi à en tirer, on s'est dit: «Non mais en fait», heu, je me souviens, on était peut-être début avril et on se voyait un peu le tournant qui était en train de prendre, la phase de Mmh. prototypage avec l'atelier et on s'est dit: «OK, là ça se trouve, on ne sait pas combien de temps ça va durer le covid, on a peut-être l'occasion de se retourner». Mmh. Heu et donc il a fallu prendre cette décision très, très forte de dire: «OK, on arrête tout avec l'autre atelier». On a jeté, c'était dramatique, hein, on avait mis 16 000 € de entre les patrons, les prototypes, tu vois? Sur notre enveloppe de 40 000 € qu'on avait, on avait, voilà, on avait mis, 16 000 €, de notre poche là-dedans et en fait on s'asseyait dessus, on disait: «C'est pas grave, on va recommencer. Maintenant, on sait comment faire. On sait qu'il faut, pour faire un produit, un prototypiste, il faut un modéliste, il nous faut, potentiellement un styliste» Et et puis on a tout recommencé à zéro. et c'était Heu, en fait, on a rencontré notre prototypiste, notre modéliste, notre modéliste, ouais, Sébastien Raffin et si tu veux, je pense que quand il nous a rencontrés, qu'on lui a montré, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait vendu, qu'on lui a raconté et tout, bah, enfin, on s'est dit clairement, il a dû se dire, heu, «Ils sont fous», mais en fait, il a trop eu envie de bosser avec nous, quoi. Ils se sont dit: «OK, en fait, on va se retrousser les on manches, va se retrousser les manches» et genre, tu vois, ils ont dit, voilà, on avait sûrement un truc un peu particulier et c'était une belle rencontre, du coup, ouais. Alors ça, c'est 2020, hein, on a déjà presque un an quand vous sortez votre première collection dans un contexte, on l'a compris, compliqué avec le Covid. Une première expérience de collaboration assez, on va dire, un petit peu malheureuse, mais finalement, ça vous permet de rebondir. Vous décidez aussi de quitter Pau, deuxième changement, pour venir vous installer à Annecy et intégrer OSV, Outdoor Sport Valley. C'est une phase d'incubation. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette incubation, nous expliquer ce que c'est et ce qu'elle vous a apporté? Pour la suite, on y viendra après. donc on sort, on sort de cette phase où on a livré nos premiers produits. Et on a surtout réussi, dans cette phase pendant ce Covid, à constituer une communauté. Il y a des gens qui ont adhéré il y a une grosse communauté qui a adhéré au projet. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, donc on y croit, on met les bouchées doubles et on se dit: «Il faut qu'on arrive à recruter, du monde pour nous aider parce qu'on va pas y arriver tout seul». Et quand on cherche à recruter nos premiers stagiaires, on se rend compte que tous les CV viennent, il y a personne, enfin tous les CV viennent, d'Annecy, Chambéry, de Lyon. Et quand on leur dit, on a des super profils qui se présentent et quand on leur dit: «Bon, ben, venez à Pau», on a du mal à on a du mal à transformer et donc on se dit: «Bon, ben, on va aller là où se trouve le vivier» et c'est ça qui a motivé, le fait de se déplacer sur Annecy. On nous a parlé d'OSV et on est passé, en fait, je pense qu'on se sentait, OSV a quand même été, un accélérateur pour nous parce qu'on se sentait très seul à Pau. Enfin, je pense qu'il y a une très belle communauté de coureurs, mais on voyait bien que par contre le tissu économique pour nous était pas du tout propice. Quand on allait voir la CCI, ils nous disaient: «Oui, non mais vous faites, des vêtements, allez voir la chambre des métiers». On allait voir la chambre des métiers, ils fait: «Non mais vous faites du e-commerce, allez voir la CCI» et voilà, personne personne voulait vraiment de nous là-bas. Et par contre, quand on a contacté l'OSV, «Ah ben super, une marque de trail éco-responsable, mais venez», je me souviens j'ai envoyé le mail à 23h un jeudi soir, je crois, et le vendredi matin à 8h, on avait une réponse: venez nous rencontrer». Et la semaine d'après, on Et était à Annecy. et la semaine d'après, on avait loué un hôtel, on était à Annecy pour visiter, rencontrer l'OSV et cetera et on s'est dit: «OK, c'est bon, on emménage». On a fait un aller-retour et je crois qu'on a déménagé en 2 semaines. Donc tu vois, ça va vite, hein, les décisions, C'est stratégiques quand il faut les prendre, on les prend. Et donc on a déménagé avec un bébé dans notre Clio Break, on a quitté notre appartement à Pau et on est venu s'installer, à Annecy. Et donc ça, c'était une super, opportunité parce que l'OSV nous a permis de nous mettre dans le bain, en fait, et de nous rendre compte qu'on a eu subitement ce sentiment, on avait vraiment le sentiment de défricher la forêt amazonienne, hein, quand on était tout seul, à Pau. C'est-à-dire qu'il y avait plein de problématiques, on se sentait seul, on se demandait comment il fallait faire. Et l'OSV nous a fourni un écosystème de mentors. Dans la pépinière, c'était un double écosystème. Il y a l'écosystème OSV qui est l'incubateur,
qui nous met à disposition un programme de mentorat. Donc tous les mentors sont issus de l'industrie outdoor dans la région et ce sont des bénévoles. Donc, à l'époque, on avait le responsable marketing de l'UTMB qui venait nous donner un coup de main. On avait le head of e-com de Salomon qui venait filer un coup de main. Donc ça, c'était des insights qui étaient hyper précieux. Et puis, à côté de ça, on était dans une pépinière qui s'appelle l'Annecy Base Camp, au parc des Glaisins. Et cette pépinière regroupait un tas d'autres marques du milieu outdoor. Et je pense que on avait le bureau d'en face, on avait nos premiers voisins étaient aussi un couple avec un enfant qui venait de se lancer. Alors eux, ils avaient une marque pareil dans le textile, ils faisaient des vêtements de protection solaire. Et du coup, c'était exceptionnel d'avoir d'autres entrepreneurs qui vivaient la même chose que nous et on pouvait partager avec eux nos problématiques. Et c'était quelque chose de super. Enfin, le fait de ne pas se sentir seul, c'est quelque chose de très important, je pense, quand on fait de l'entrepreneuriat. Et deuxièmement, le fait de pouvoir partager des problématiques Mmh. que d'autres ont vécues, ça fait gagner un temps de fou. Donc l'OSV, ce move-là était vraiment stratégique pour nous. Et toi, Axel, dans le même temps, tu es jeune maman, donc il faut assumer à la fois la délocalisation de la société, un nouvel aménagement. Il doit vous rester à peine 20 000 euros sur votre compte à cette époque-là. Et pourtant, vous continuez, vous y croyez. Et aussi, il y a des rencontres hyper importantes dès fin 2020-2021. C'est l'entreprise Payen et Petratex au Portugal. Donc ça va être un vrai tournant, c'est ça? Ben, non, c'est sûr que c'était un moment à la fois clé, à la fois assez difficile parce que c'est sûr que c'est une implantation et que ouais, ça challenge et il y avait beaucoup, beaucoup de choses, à gérer et et c'est vrai que ouais, ça a été un tournant et après, ouais, Païen, on En les a fait, Payan, on les rencontrés avait avant déjà un sur peu, la ouais. première production, hein. On avait déjà commencé à travailler avec eux. Je crois qu'on les a rencontrés en même temps, Ouais, c'était ouais. sur la première collection était fait partiellement Ét en Payan, ouais. Été fait en païen, Mmh. ça a vraiment été notre coup de cœur au niveau des matières. On s'est dit que vraiment, ouais, c'était la Rolls des matières, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'on a été les rencontrer. Mais Je pense qu'on a aussi réussi à créer des liens importants avec les gens avec qui on travaillait. Et c'est vrai que ça a été aussi des rencontres à la fois au niveau du travail, à la fois humaines. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait à chaque fois que ça fonctionne aussi et que les choses, elles prennent. C'est que il y a un peu, je pense qu'on a des visions communes, on travaille tous pour l'excellence, on a une vision assez claire de ce qu'on veut. Et à la fois, au niveau humain, ça fonctionne bien aussi. On sent qu'il y a des belles relations, c'est des belles personnes. Et je pense que c'est le mix de ces deux choses qui fait à chaque fois que, ben, par exemple, avec Païen, ça a hyper bien marché. Et je pense une des choses qui était importante, c'est on était très ancrés, on était vraiment des pratiquants, hein, on était très ancrés dans ce projet-là. On avait vraiment la volonté de créer nos propres équipements pour notre pratique. Donc c'est ça qui drivait le process de développement produit. Et pour nous, du coup, l'emménagement avec l'OSV à Annecy Base Camp, à Annecy, a coïncidé avec la sortie de notre premier, on va dire, best-seller. C'était Ne notre premier cherchez produit pas. dont je veux dire, on va dire que la première collection était une collection qui était plus une collection de test. C'était l'occasion pour nous de voir le processus complet de A à Z de fabrication d'un produit. Et la deuxième itération, la deuxième collection, c'était notre short Sherpa. Hem, donc on a vraiment commencé à sortir le premier produit innovant qui avait une supériorité technologique par rapport à ce qu'il y avait sur le marché et qui a été, ça a très, très bien marché. Je me souviens qu'on a fait, sur ce short Sherpa, quand on l'a commercialisé, on n'en revenait pas nous-mêmes, mais on a dû faire, alors les chiffres nous font rigoler, maintenant, mais pour nous, c'était énorme à l'époque. Je me souviens sur le premier mois de commercialisation, on a dû faire, juste sur le short 30 000 € de vente et c'est en e-commerce, enfin 100 e-commerce, en précommande
Et pour nous, c'était incroyable. On avait l'impression que, voilà, qu'il y avait que c'était en train d'exploser. Tout à l'heure, du coup, tu as abordé la question d'être maman et d'arriver aussi à Annecy. Et c'est vrai que, juste pour parler un petit peu de ça, pour voilà, les femmes entrepreneuses, et c'est vrai qu'au début, au début, quand Léonard venait à l'entreprise, il venait, je bossais avec lui dans la boîte. Du coup, on a fait des réunions avec Seb sur des patrons où je l'avais en porte-bébé et il dormait sur moi. Et puis, on faisait la réunion et ça se passait bien. Du coup, il y avait une notion de, comme ça, mixer le rôle de maman et la vie au boulot. Parce que du coup, on arrivait à Annecy et on n'avait pas de crèche parce que les crèches, il faut avant même que tu penses avoir un enfant, il faut réserver ta crèche sinon t'as pas de place. Donc t'imagines bien que nous en last minute, on est arrivé en janvier, tout était booké. Donc on a fait comme ça pendant 6 mois Ouais. jusqu'à trouver un mode de garde. Et après du coup on a toujours C'était avec Guillaume, on a toujours jonglé un peu, on s'est toujours adapté, on a toujours réussi à mixer la vie de famille. Léonard, il venait aussi sur les salons parce qu'on a fait quelques salons, il était là. Et voilà, c'était un savant mélange de réussir à jongler un peu avec nos casquettes pro et cette casquette de petit bouchon qui est là. Alors, une année 2021 qui continue aussi à prospérer pour vous, mais on est un petit peu encore en fin de Covid, donc j'imagine c'est pas non plus, on n'a pas une grande lisibilité sur la suite. Et cependant, vous arrivez à générer une première levée de fonds de 500 000 euros. Comment ça se produit? Comment des investisseurs peuvent s'intéresser à cette jeune start-up un peu insouciante, qui sait pas trop où elle va, qui a déjà quelques petits déraillements, on l'a dit, qui hésitent même à vouloir presque arrêter. Comment on fait? Parce que on le voit, vous parlez de patrons, vous parlez de plans, différents plans, mais vous parlez jamais de business plan. Est-ce que vous en avez vraiment un en fait à vendre? On a été très opportuniste dans la manière de fonctionner jusqu'à présent, mais c'est vrai que 2021, on commence à caler les choses sur le papier et à se dire: «OK, voilà où on veut essayer, voilà où on veut aller». On se rend compte que on met quand même beaucoup de temps à faire notre première levée par rapport aux enjeux qu'il y a à faire. C'est que lancer une marque en fait, à 2, aujourd'hui, c'est quand je regarde rétrospectivement, c'est pas du tout comme ça que je m'y prendrais. Le seul apprentissage que j'ai, c'est que ça nous a permis de vraiment tester, de trouver notre fit to market avant de nous lancer, de nous assurer qu'il y avait un fit to market. Mais on a mis beaucoup trop de temps à financer le développement de l'entreprise parce que, en réalité, il y a besoin d'une équipe derrière, de développeurs produits, une équipe de marketing et on a beau être très fort, tu vois, je dis ça, de manière ironique, mais on n'est pas capable de gérer ça à 2, quoi. C'est plus, enfin, je veux dire, nos journées, c'était des journées de psychopathes. On faisait, du community management, l'administratif, le développement produit, Le service le client, service client, on répondait aux messages. t'envoies les colis, enfin, C'est tu fais tout. Tu fais vraiment tout. Donc ça, on se rendait compte vraiment que, en fait, si on était dans une sorte de vallée de la mort, parce on pouvait pas développer l'entreprise en même temps qu'on était en train de l'opérer. Et on était vraiment des super opérateurs, on était sur tous les fronts. Donc on prend conscience de ça et on se dit: «Il faut qu'on trouve des gens, enfin, il faut qu'on arrive à financer ce projet-là». On va voir les banques. Alors les banques, bien que truc, coup classique, hein, elles te financent que quand tu as pas besoin, heu, que quand tu as plein d'argent sur le compte. Donc c'était trop tard. Ça, c'est le petit conseil que je donnerais aux prochains entrepreneurs, c'est c'est au début du projet que tu peux chercher, à emprunter, mais une fois que tu as un peu de track record, c'est trop compliqué. Donc il faut trouver des business angels, des gens qui croient en nous et qui vont, soutenir le développement de l'entreprise. Et donc là, on fait le premier business plan et je pense qu'on a, mine de rien, plusieurs atouts à défendre. On arrive à défendre le fait que, on est déjà d'une certaine manière une marque innovante, parce qu'avec très peu de moyens, on a réussi à sortir un produit qui est innovant sur le marché, qui apporte, le short Sherpa. C'était le premier short de portage où tu pouvais embarquer, quasiment 2 litres de matériel sur toi et qui fonctionnait vraiment. Donc avec très peu de moyens, on avait réussi à innover. On était aussi, hem, on avait aussi un business model qui était particulier. C'est qu'on était, contrairement à la plupart de nos concurrents, on était une marque, D2C.
On faisait que de la vente en ligne sur un modèle de précommande. Donc on arrivait à en quelque sorte autofinancer notre stock et notre croissance. Donc ça, c'était quelque chose, d'intéressant et puis on avait développé un modèle de co-construction où on embarquait la communauté. On avait construit une grosse communauté, de co-construction. On avait un groupe Facebook, tu vois, au bout d'1 an et demi, on avait 3000 personnes dessus qui nous aidaient à développer les produits et donc on avait créé une sorte de mécanique, de conversion peu onéreuse, qui permettait de s'assurer que le produit qu'on allait sortir sur le marché allait trouver sa clientèle, on n'allait pas faire de flop et en même temps d'autofinancer, la fabrication de ce produit-là. Donc on avait un modèle économique qui était quand même relativement sain et on a réussi à convaincre des gens de nous suivre dans cette aventure. Donc ça a été entre guillemets «une petite augmentation de capital» à ce moment-là. On était parti pour lever, 150 000 €. On a réussi à en lever 250 plus, BPI, on a levé 500 000 € en 2022, à l'été 2022. Donc ça nous a permis de recruter, de nous structurer, de financer de la production, heu et voilà. Donc ça, c'était la première augmentation, été 2022. Un élément important, je vais essayer de synthétiser, c'est les mots, innovation, c'est un mot très important pour vous, c'est l'éco-responsabilité, c'est l'éco-construction, c'est la communauté et l'aventure. Vous êtes tous les 2 pratiquants. Est-ce que ça vous aide, dans votre, développement d'entreprise, dans votre développement de produits, aussi dans votre développement personnel? Ou c'est juste que vous voulez montrer aussi à votre communauté, à l'ensemble des pratiquants, qu'aujourd'hui, on peut avoir une pratique différente de l'activité du trail running au-delà du business? On aime ça, on aime vraiment ça à la base. Nous, je pense que ça fait partie de notre ADN. Et ben, tu vois, comme là, il y a 2 semaines, on est parti faire le GR34 avec Guillaume en itinérance. Nous, on fait ça parce qu'on kiffe ça, quoi. Enfin, on y va. Bien sûr qu'on est content. On montre aux gens que ils peuvent faire différemment du trail, qu'ils sont pas obligés d'avoir un dossard, que en fait, tu peux t'éclater pas très loin et il y a des super sentiers. Mais ça fait partie aussi. Enfin, ça fait vraiment partie de nous. Je pense qu'on aime ça. Et puis, on a trouvé dans cette pratique une façon de se développer. Une façon de s'exprimer et ouais, c'est hyper important, tu vois, même de rester au contact des gens, tu vois, c'est aussi hyper grisant quand on est sur les salons, sur les compètes ou quoi, que les gens viennent échanger avec nous. Oh, nous, on est super contents, quoi. Donc ouais, je pense que c'est un. On vient de Nouvelle-Calédonie du coup et là-bas, le trail se pratique un peu différemment d'en France. C'est plutôt une grande famille, on se connaît tous. On va sur les compétitions, on se retrouve, tous systématiquement. On sait qui est sur la ligne de départ, on sait qui est le challenger, heu et on va courir, on va s'entraîner avec les gens avec qui on va être en concurrence sur le podium et on avait une pratique qui était très, très communautaire. En fait, on a vécu nous, l'apprentissage du trail s'est fait de manière communautaire, familiale. Et je pense que du coup, c'est dans notre ADN et je me souviens qu'on avait cette discussion au tout début quand on parlait de créer Wise et de comment, à quoi devrait ressembler cette marque. Pour nous, en fait, ce qui manquait dans le milieu, dans le paysage du trail, c'est qu'on avait des marques qui étaient très centrées sur la performance, qui parlaient beaucoup de compétition et quand nous, c'est pas du tout ce qu'on vivait. Ce qu'on vivait en tant que pratiquant, c'était beaucoup plus, quelque chose qui pouvait ressembler à la culture du surf, par exemple, où, c'est-à-dire, c'était on s c'est on c'était un sport communautaire, heu et c'était une culture, un état d'esprit. Tu vois, tu arrives au boulot et tu es en speed cross, et tu vois, tu vois qu'il a une Garmin au poignet et que du coup, tu vas commencer à parler de trail et tu vas aller courir avec lui le week-end. Enfin, tu vois, c'était vraiment cette culture-là et le dossard était vraiment quelque chose d'annexe. Donc on a toujours lancé la marque en se disant: «On veut être connecté à la communauté à qui on va vendre nos vêtements. On veut développer des vêtements pour cette communauté». Et du coup, la co-construction, l'inclure dans le développement, c'était presque un rêve en tant que si on se plaçait de l'autre côté, c'est de dire, ben, pouvoir donner la parole à des gens de la communauté, pouvoir leur donner la possibilité d'essayer de développer le produit, c'est génial, quoi. Nous, on aurait adoré ça en tant que pratiquants.
Et sachant que du coup, ouais, c'est grâce à cette communauté à la base, c'est grâce à la grosse communauté de trailers en Calédonie qu'on a réussi aussi notre première campagne de financement participatif. C'est aussi parce qu'il y avait cette communauté derrière nous. Et aussi, bah, c'est par ça qu'on a eu des idées. L'idée du short Sherpa, en fait, elle est née sur le groupe de co-construction, en fait, en échangeant entre différents trailers, en disant ah ouais, moi j'aimerais avoir ce short là avec des poches où je puisse emmener mes flasques. Et en fait, comme ça, bah en fait, on se rend compte que dans la communauté, t'es beaucoup plus fort à plein de cerveaux et à plein d'idées différentes et voilà. Du coup, c'est vrai que la communauté. Et que c'est quelque chose qui drive tous nos choix stratégiques aujourd'hui, hein. On a fait le choix au moment où Wise a commencé à devenir vraiment trop imposant en termes de et qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de, enfin une belle équipe, et que ça commence à être très compliqué à gérer. Hem, on a fait le choix de scinder aussi, hem, moi je voyais que j'avais de moins en moins de temps pour courir, Axel aussi, et on se rendait compte qu'en fait on allait perdre cette connexion avec la pratique. Et du coup, on a fait le choix un peu radical de dire: «OK, il y en a un qui doit se mettre un peu en retrait, de l'opérationnel parce que sinon on va se faire bouffer et il va plus avoir le temps de pratiquer». Et donc on a fait un peu ce choix à 2 où, j'allais prendre plus de responsabilités et Axel allait libérer plus de temps pour pouvoir continuer à courir, et avoir ce pied ancré dans la communauté, et dans la pratique pour que, tu vois, ce qu'on fasse soit pas déconnant, soit pas en dissonance avec, Qu'on reste aligné, ouais. Alors il y a cette approche, communautaire, très terrain et dans un autre, axe, vous êtes obligé de continuer ce développement économique. En 2023, vous continuez cette progression financière, cet appel de fonds, on va dire. Vous levez un vous faites une première levée de fonds, qui est plutôt la deuxième, voire même la troisième après Ulule, 1 250 000 €, qui sont renforcés dès 2024 avec une levée de fonds que vous venez d'annoncer de 3 millions d'euros. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui de perdre les commandes de la société? Est-ce que ça fait pas peur aussi d'avoir tout cet argent qui arrive, d'avoir des gros investisseurs? Parce que vous l'avez aussi annoncé, je crois que Franco Fogliato, l'ancien patron de Salomon, fait partie des investisseurs. Vous êtes aussi en contact avec des gens influents, très connaisseurs du milieu, comme Jean-Luc Diard, qu'on a reçu dans cet épisode en deuxième numéro en début d'année. Comment on fait pour gérer ça quand on vient pas de ce milieu-là et que qu'on n'a pas forcément appris et qu'on est tout nouveau? alors je pense que ça a été, la partie augmentation de capital s'est faite de manière très progressive. On a toujours levé ce dont on avait besoin, heu et en réalité, les augmentations d'1 250 000, c'est plusieurs petites augmentations avec des valos qui progressent avec le projet. Donc on a toujours, je pense, valorisé l'entreprise à son on n'a jamais survalorisé l'entreprise, on a toujours essayé de la valoriser à son juste prix, à un instant T. Mais par contre, on a été très, très dynamique dans le fait de se dire c'était un peu l'apprentissage du premier round, on se rendait compte que développer une entreprise avec, les niveaux de croissance qu'on avait, c'est-à-dire on faisait, fois 2, fois 2,5, enfin fois 2,5 même, si quasiment d'année en année, hem, en termes de chiffre d'affaires, ça nécessitait des moyens. Et donc on était constamment en train d'aligner les moyens dont on avait besoin avec cette croissance-là. Bien évidemment, moi c'était première fois qu'on gérait, ce genre de thématique, donc ben, là, on a appris au fur et à mesure, on a appris sur le tard. On essaie d'apprendre vite, de comprendre rapidement. Je pense que maintenant, j'ai le sentiment qu'on commence à avoir un peu de bouteille. Ça fait 5 ans qu'on gère le projet. J'essaie de compter, je me faisais l'exercice juste hier soir, essayer d'estimer combien d'heures j'avais passé dessus, et je pense qu'on n'est pas loin des 25 000 heures en 5 ans. Tu vois? Donc on a passé 2 fois ce qu'on considère être le seuil des 10 000 heures, où on dit que tu commences à maîtriser ton sujet. Donc voilà, et je pense que ce que je trouve assez fabuleux dans ce processus, c'est un processus où on est constamment en train de repousser les limites de ce qu'on pensait possible, mais aussi, de notre exigence personnelle, nos seuils d'exigence personnelle. C'est vraiment le même travail qu'on peut faire quand on est, dans un entraînement, d'athlète, où, ben, OK, on passe le 400, on passe nos 400 en 1:10. Bon, ben, le step d'après, c'est il faut les faire en 1:08 et puis, et tu vois, il y a pas de limite à la progression.
Donc on a cette approche-là de toujours essayer d'aller plus loin encore, d'être plus exigeant envers soi-même et de repousser. Et je pense que ce qui aide aussi à ça, c'est qu'au fur et à mesure du projet, on s'entoure de gens qui sont de plus en plus inspirants. Heu, L'arrivée par exemple, Franco, mais aussi on en a plein d'autres. On a des Manuel, Guyot, des Jean-Denis Cornillo, voilà, on a plein de personnes autour de nous Stéphane Distinguin qui arrivait récemment, qui sont des entrepreneurs qui nous inspirent, qui nous donnent, vraiment qui nous qui nous montrent qu'en fait on peut aller encore plus loin. Et on a en même temps qu'on progresse, on fait rentrer des gens dans notre équipe, qui sont de plus en plus impressionnants, qui sont de plus en plus inspirants aussi. Hem, donc je pense que en fait, tu vois, c'est plus un travail incrémental. Là, aujourd'hui, le processus, il paraît, quand on regarde ça en 5 ans, il paraît impressionnant, mais en réalité, c'est plein de petites incrémentations, heu, de petits pas les uns après les autres, et on en a fait beaucoup. Et cette entrée de nouveaux acteurs avec vous, est-ce que c'est une forme de pression qui vous dit que vous avez plus droit à l'erreur et qu'à un moment, quand on n'est que tous les deux, on peut se dire bon allez là on va y aller tranquille. Est-ce que là maintenant vous avez le sentiment que vous êtes pris dans un tourbillon qui fait que vous pouvez aller que dans cette direction et que je repose la question, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir toujours le contrôle de votre société que vous avez créée en 2019? On n'a pas du tout aujourd'hui, les actionnaires qui sont rentrés sont très bienveillants. Heu, je pense que on a eu cette vigilance à toujours s'entourer, de personnes, qui étaient des personnes inspirantes pour nous et qui partageaient nos valeurs. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout ce sentiment-là, d'avoir une pression d'actionnaires. On a que des business angels, en fait, autour de nous, qui sont des passionnés, qui comprennent là où on veut aller. Hem Tu vois, on n'a pas pour rentrer dans le cliché, mais on n'a pas ce cliché-là du fonds d'investissement qui est dans une logique purement financière, qui nous met une pression de dingue sur la rentabilité. Là, aujourd'hui, ce qui drive, les décisions qu'on prend, c'est, il faut qu'on arrive à impacter positivement la discipline. Je pense que c'est ça le fil conducteur de tout ce qu'on fait. Hem, on est Une entreprise comme Wise a bien évidemment vocation à générer, des revenus, et être rentable. C'est le socle d'une entreprise, mais en fil conducteur quand même derrière, il faut qu'on nous, ce qui nous anime et ce qui anime toutes les personnes qui sont dans le projet, c'est plutôt le fait d'impacter positivement la discipline, de venir parler, de montrer qu'on peut concilier, des problématiques économiques avec, la résolution de problématiques environnementales, qu'on peut proposer une vision alternative du trail, que en fait, des acteurs comme Salomon, ont été pionniers. Ils ont structuré cette discipline, ils ont imaginé cette discipline. Aujourd'hui, quand je regarde comment la discipline est structurée, ben, on voit que c'est des modèles qui ont été pensés par, Salomon il y a 15 ans, il y a 10 ans, et nous, on pense qu'on a une mission aussi, c'est d'apporter, tu vois, de pas juste reproduire, de pas juste marcher dans ces pas-là, mais d'apporter une vision alternative, de montrer qu'il y a d'autres modes de pratique, que la compétition, il y a peut-être un équilibre un peu différent à trouver entre la compétition et la culture du trail, que la culture du trail peut s'exprimer aussi, au travers d'itinérance, par exemple, de off, de multi-day, trail. On repense aussi, ce que c'est qu'un produit. J c'est ça qui nous excite aussi, c'est de dire, ben, on avait quand on est arrivé, je pense que tout le monde avait une impression on a l'impression qu'il y avait aucune innovation à apporter dans le sac ou dans un short ou dans un t-shirt, et nous, on essaie de venir bousculer ces idées reçues. Donc voilà, c'est ça qui et j'ai l'impression que, pour répondre à la question d'origine, non, on n'a pas du tout, changé de trajectoire du fait de ces opérations, capitalistiques. Alors Axel, on disait, l'éco-responsabilité, c'est votre, ADN de base, comme on a l'habitude de dire. Benjamin, Bocas, directeur, marketing communication de la boîte, me disait l'autre jour: «Aujourd'hui, le côté, éco-responsable semble acquis pour vous».
Est-ce que c'est aussi votre sentiment et est-ce que vous avez l'impression de tirer dans votre sillage d'autres entreprises qui se disent ah bah tiens et qui vous observent d'ailleurs et qui se disent ah bah tiens ouais c'est vrai qu'ils ont peut-être pris depuis longtemps le bon chemin et on va essayer de s'en inspirer. Est-ce que vous êtes aujourd'hui inspirant pour d'autres? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? On espère, en tout cas, c'est sûr que avant on revendiquait beaucoup cette éco-responsabilité et qu'au final, on était content en fait de nous surtout vendre nos produits, pas par l'éco-responsabilité, mais par la technicité du coup, les gens étaient bluffés par ça. Et en fait, l'éco-responsabilité, c'était que la cerise sur le gâteau. Et du coup, nous, ça fait partie de la façon dont on est, dont on raisonne. Et du coup, bah, en fait, c'est chouette de se dire que ben voilà, on communique moins dessus, mais par contre, ça fait partie de notre ADN. Après, est-ce qu'on est inspirant? Ben ouais, j'espère que bien sûr, l'idée c'est aussi de donner envie aux autres marques de faire bouger les choses. Après, je pense qu'on s'est construit avec ça et du coup, après, c'est vrai qu'on se rend compte que bah, pour chaque entreprise, sûrement, c'est des gros chantiers aussi d'arriver à ça quand tu pars peut-être pas, quand c'est pas ta base, quoi. On s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on progressait que, c'est vrai qu'on a lancé ce projet-là avec comme proposition de valeur d'être la première proposition, alternative, éco-responsable du marché. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avançait, qu'en fait l'éco-responsabilité est quand même un critère de vente, qui arrive très loin dans le dans la hiérarchie, des clients et que, en tout cas, à petite échelle, on arrivait à fédérer une communauté, qui était suffisamment engagée pour justifier qu'ils payent, plus cher des produits pour des raisons environnementales. Mais on se rendait bien compte qu'on allait être vite bloqué si le seul argument qu'on avait, c'était des arguments, de réduction de l'impact environnemental. Hem et donc on a eu ce pivot-là et je pense que ce pivot, on l'a fait en 2023. C'est Axel qui a eu cet éclair de génie, on va dire. L'idée, c'était comment on voit les choses, c'est, nos clients, vont acheter un produit en respectant en quelque sorte la pyramide de Maslow. C'est cette pyramide de hiérarchie des besoins et il va y avoir les besoins tout en bas de la pyramide, c'est les premières choses qu'ils vont regarder, c'est des besoins alors je connais plus l'ordre exact, mais ça va être de préservation des ressources, il y a un besoin de sécurité. Hem Ces besoins-là, ce sont des besoins auxquels vont répondre, auxquels vont répondre nos marques, nos concurrents. Tu prends, je sais pas, un Decathlon, c'est vraiment, le sujet numéro un, c'est la préservation des ressources, le fait de faire des produits le moins cher possible avec le meilleur rapport qualité-prix. On est en bas de la pyramide de Maslow. Et en face de ça, nous, on avait, si on schématisait, nous, on parlait pas de ces problèmes-là. On était directement sur le haut de la pyramide en train de parler enfin, tu vois, d'éco-responsabilité, donc peut-être d'accomplissement personnel, d'appartenance à un groupe communautaire. Et paradoxalement, le fait d'évoluer dans ce haut de la pyramide nous coûtait extrêmement cher. Il fallait faire des produits éco-responsables, ça coûte super cher. On est, peut-être 3 fois plus cher que on s techniquement 3 fois plus cher que ce que va faire un Decathlon ou même, des concurrents plus, comme Salomon. Et il y avait pas d'élasticité entre, notre coût prix de revient et ce que le marché était capable de payer pour justifier ce positionnement en haut de la pyramide de Maslow. Et donc, on a vite réalisé qu'il fallait impérativement qu'on inverse, enfin qu'on change de discours, qu'on focalise, que l'éco-responsabilité devienne plus pas un why, mais un how, pas le pourquoi on fait les choses, mais comment on les fait et qu'on recentre, la marque sur la résolution de problèmes vraiment, tu vois, qui sont bas ou qui sont très, très, très bas dans la pyramide, comme des besoins de sécurité. Et quand on parle à des ultra trailers, avoir une veste imperméable qui te permet d'aller au bout de ton ultra, sans être trempé, c'est un enjeu de sécurité. Donc on est très bas dans la pyramide. Avoir, un sac qui te génère pas des irritations, on est très bas dans la pyramide de Maslow. Et donc ça a été un peu ce pivot. On n'a rien changé en fait, à la manière avec laquelle on faisait les choses. On est resté très fidèle à nous-mêmes sur, la résolution de ces enjeux environnementaux.
Par contre, dans le discours qu'on a aujourd'hui, on place la technicité au premier plan dans nos argumentaires de vente. Et ça a été un pivot, ça a été un changement de stratégie qui a été extrêmement bénéfique pour nous. Heu, c'est là qu'on a vu une vraie accélération de la marque. C'est l'arrivée, de la Black Shell, c'est l'arrivée du sac Sherpa en 2023 et voilà. On voit que tu connais très bien la pyramide de Maslow. Pour ceux qui l'ont vue par le passé ou qui la connaissent pas, je vous invite. Mais Guillaume l'a quasiment dans le bon ordre. Bravo. Euh, pour revenir à ce que vous avez vécu ces derniers mois sur le volet économique, aujourd'hui vous avez amorcé un nouveau changement aussi lié à ces augmentations de capital. C'est que vous allez bientôt aussi rentrer dans des magasins. C'est une nouvelle stratégie que vous mettez en place pour 2025? On a été quand même très contraints par notre, mission de résoudre, de faire des produits, sans concession technique et environnementale, sur les niveaux de marge que l'on faisait et on va dire sur les 3-4 premières années, d'exercice, on se rendait bien compte qu'on n'allait jamais pouvoir être une marque, de retail, enfin avec un business model de wholesale. Hem et dans les premières années, il y avait pas forcément tout l'enjeu était sur le D2C. Il y avait pas forcément d'enjeu à avoir, enfin, tu vois, si on se dit qu'on devait faire 20 de notre chiffre d'affaires ou 10 de notre chiffre d'affaires en wholesale, on ça représentait, allez 3-4 magasins qu'il fallait qu'on aille chercher. C'est pas là qu'on allait générer nos revenus et ça allait paradoxalement générer énormément d'efforts pour nous. Par contre, on est arrivé aujourd'hui à un seuil où, ben, on est aujourd'hui une marque, en D2C, on génère un volume quand même important de chiffre d'affaires et on a cette possibilité, on a cette place-là qu'on peut laisser, pour développer du wholesale. On Et c'est surtout ça coïncide aussi avec, je pense une maturité de la marque où la marque est enfin, les gens cherchent à toucher les produits. Il y a un certain nombre de personnes de clients qui, hésitent à franchir, à passer le cap, qui aimeraient bien essayer, qui aimeraient bien, voilà et on sait on pourrait convertir ces personnes-là en mettant les produits en les rendant plus accessibles, donc en étant présent dans des villes stratégiques, dans des magasins et donc on a opéré ce changement-là, là cet été, avec des tests très, très concluants, notamment dans la chaîne 14, mais aussi, 14 Running, mais aussi chez Trax en Belgique. Donc on a pris, on avait aussi je pense qu'il y a eu un momentum assez fort, post-UTMB. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de demandes, internationales qu'on n'avait pas forcément identifiées. Enfin, nous, on pensait être encore une marque franco-française. On voyait popper quelques commandes à l'international, mais ça représentait 5-6 de notre chiffre d'affaires et puis là, en fait, on a vu à l'UTMB qu'on avait une certaine forme de notoriété, en Corée, aux US, enfin dans d'autres pays qu'on suspectait pas, Mexique, des demandes de distributeurs. Donc Jonathan, on a construit une histoire, avec Jonathan Vivian. Ça faisait 3 ans qu'on se connaissait, qui nous aidait, ponctuellement sur des questions de formation de nos équipes commerciales, en D2C, qu'on discutait ensemble, sur, l'activation des magasins des doors. Enfin, on se posait souvent la question chaque année, il y avait un peu cette question, on se disait: «Bon, est-ce qu'on est prêt à y aller? Est-ce qu'on est prêt à aller? Non, non, non». Et puis là, on s'est dit: «OK, en fait, c'est le moment et il y a une traction, c'est le moment, il faut se jeter à l'eau». Donc Jonathan a sauté dans l'aventure avec nous. Donc Jonathan Vivian, pour simplifier son parcours, hein, juste pour il était directeur commercial France de Oka, donc il connaissait très, très bien le milieu de la distribution et du wholesale et donc et il était membre de notre comité stratégique, pour cette expérience-là et donc c'est assez fou que pour nous, qu'il ait accepté il avait dit: «Plus jamais ça». Heu, il avait un c'est une longue expérience dans l'industrie, dans des grands groupes. Il a fait Nike, Lining et il avait dit: «Plus jamais ça» et on a quand même réussi à le faire changer d'avis. Donc voilà, il est maintenant, c'est notre, directeur des ventes chez nous et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. On est en train de tu vois, on était, à Austin avec lui, il y a 2 semaines pour aller rencontrer des partenaires, wholesale et distribution, du monde entier.
On va juste finir ce volet, économique avec, quelques chiffres. On a parlé, de d'augmentation de capital, on a parlé de vos 20 000 €. Alors j'espère que vous avez un petit peu plus sur votre compte aujourd'hui que vous n'avez pas, tout épuisé. Mais aujourd'hui, Wise, ça représente quoi en chiffre d'affaires après juste 5 ans d'existence? Puisqu'on l'a dit, ça vous avez créé la société le 12 novembre 2019. En nombre de salariés, je crois que là aussi c'est une croissance exponentielle. Juste quelques chiffres, si tu peux nous en donner? En fait, ce qui est le plus impressionnant pour nous, c'est la trajectoire et la vitesse à laquelle les choses vont. Les gens qui rentrent chez Wise en salariat, généralement se rendent la chose qu'ils disent, c'est que tu pars une semaine en vacances, tu reviens et c'est plus la même entreprise. Ça et nous, c'est aussi ce qu'on vit, c'est qu'on voit que les choses elles vont tellement vite que et donc ça se ressent, donc en termes de pour positionner un peu la marque, on faisait, 350 000 € de chiffre d'affaires en 2023. On va passer le 1 000 000 €, cette année, en 2024. On a une vraie accélération là sur la fin d'année post-UTMB. On est sur un rythme, on fait plutôt du x3, x3,5 en termes de croissance. C'est-à-dire qu'on se projette là sur 2025 sur une année à 3,5 millions et du coup, il y a un peu ce travail on est en train de structurer l'entreprise en même temps qu'elle progresse. Donc aujourd'hui, on est, et ça, c'est pour donner une petite idée, on était, il y a encore 1 an et demi, on était 4 salariés en CDI et là, aujourd'hui, on est 16 salariés et voilà, donc ça change, ça change très, très vite, quoi. Tous les mois, on se rend compte qu'il faut réadapter, il y a des nouveaux besoins, il y a des nouvelles opportunités. Donc on est rentré dans une phase là aussi assez intéressante où, on se rend compte que, aujourd'hui avant notre vraie force, c'était de réussir à faire feu de tout bois, quand on lance un projet avec 40 000 € en poche, ce qui est enfin 40 000 € en poche et que tu dois t'autofinancer, et s payer tes salaires, pour un an. Je veux dire le moindre truc, faut réussir à en générer de la valeur et là maintenant le vrai sujet, c'est de pas s'éparpiller, de réussir à rester focus, à avoir une ligne directrice très, très, heu, très, très ferme, et tu vois, un objectif très ciblé. Ce qui est très difficile, mais là, aujourd'hui, la trajectoire, enfin notre objectif, notre objectif pour les deux années à venir, 3 années à venir, c'est qu'aujourd'hui, Wise, c'est quoi? Ben, c'est une marque d'ultra running. Tu vois, on n'est pas une marque de trail, on a choisi d'être une marque d'ultra running. Donc on on répond heu, aux problématiques des ultra runners et ce sont des ultra runners qui le font en co-construction par les gens qu'on fait rentrer dans l'entreprise sont tous des pratiquants. On fait des produits du coup qui vont je pense que c'est une nouvelle typologie de produits qu'on essaie d'inventer, hem, parce que mine de rien, en fait, on est sur un marché qui est très, alors, qui est influencé par la route. C'est-à-dire on le voit souvent, quand on imagine une tenue trail, en fait, simplement, on va décliner des couleurs, d'une tenue de route pour le trail et nous, on pense que c'est pas du tout ça, un produit de trail, un produit d'ultra. Il y a un gouffre, technologique entre, un t-shirt qui doit servir à faire un 10 kilomètres et un t-shirt qu'on doit porter 30 heures de suite, dans des conditions météo, très variables. Hem, donc on repense ce que c'est qu'un équipement d'ultra. On essaie de l'inventer. Et puis, en même temps que ça, ce qu'on veut, c'est aussi, insuffler une nouvelle, manière de pratiquer en parlant de, multi-day trail, enfin d'itinérance. Donc on veut essayer d'ouvrir un nouveau champ de pratique qui nous ressemble en fait, qui est ce que nous on aime faire aussi, qui est, ce qui serait peut-être le pendant du bikepacking, à vélo, où tu pars avec un petit sac, tu essaies d'avoir le sac le plus compact possible pour avoir les sensations retrouver les sensations du trail ou de l'ultra et tu cours et tu fais ça sur plusieurs jours. Voilà un peu la trajectoire qu'on veut prendre. Je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses Non, sur le tu tout dit. Belle complémentarité.
Merci à vous 2. On va juste, terminer. On est en train de dépasser le temps, mais c'est tellement intéressant qu'on va continuer un petit peu. Sur l'environnement, on en a parlé dès le début, c'est ce qui vous a un petit peu animé aussi à créer cette, marque depuis la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, c'est un combat pour vous, c'est presque un sacerdoce même. Il y a quelques mois, Guillaume, tu m'avais parlé, je crois, du côté d'Annecy, justement, de la Maxi Race, de ce bilan carbone sur lequel vous êtes très attentif. Alors, je rappelle, votre fournisseur de tissus est en Ardèche, c'est l'entreprise Payen, celle dont tu as parlé tout à l'heure, une entreprise familiale, hein, très vieille entreprise familiale. Votre confectionneur est au Portugal, donc pas si loin, donc vous minimisez au maximum les déplacements. C'est quoi aujourd'hui ce fameux mix carbone et comment on peut l'expliquer aux gens? Parce que je crois que c'est une notion très importante aujourd'hui dans la compréhension, dans la lecture de ce que peuvent être des productions à la fois en France, en Europe, en Asie, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Euh, qui veut se lancer pour nous l'expliquer de façon très pédagogique? Quand on a lancé le projet, on voulait surtout pas ce qu'on voulait pas faire, c'était faire une marque sur des concepts marketing. On voulait être sûr de ce qu'on disait, donc le premier travail qu'on a fait, ça a vraiment été de faire un travail bibliographique. Voilà, c'est l'ingénieur, tu vois, qui avait pris sa casquette, et du coup, je suis allé pas mal essayer de comprendre, en fait, quelles étaient les principales, sources d'émissions, de pollution de manière très globale d'un produit. On parle des émissions de CO2, des intrants, différents intrants qu'on utilise, produits chimiques et on voulait avoir une vue d'ensemble. Donc j'ai très rapidement mis le nez dans des analyses de cycle de vie que je trouvais, alors à l'époque, c'était beaucoup trop cher, j'avais pas les moyens d'accéder aux bases ADEME, donc ce que je devais faire, c'était, aller, hem, j'allais, farfouiller dans des thèses, sur des analyses de cycle, enfin, où il y avait des analyses de cycle de vie, sur des thématiques très différentes, enfin, on parlait pas du tout de textile, outdoor, et on a réussi à comprendre pas mal de choses. La première, c'est que en fait, on avait contrairement à une idée reçue, enfin, je il faut vraiment découper le problème, l'éco-responsabilité, en sous-chapitres. Quand on parle d'éco-responsabilité, en fait, il y a vraiment 2 volets. Il y a un volet écologie et un volet responsabilité sociale. Et des fois, on met tout dans le même, panier, et quand on va en résoudre un, on va pas forcément résoudre l'autre. Et souvent, ce qu'on voyait à l'époque, hein, c'était au moment où on lançait le projet, et c'est encore, je trouve, un peu le cas, quand on parle d'écologie, enfin d'éco-responsabilité, on va mettre en avant les lieux de fabrication, de confection. On va pas mal parler de où est-ce que c'est fabriqué. Est-ce que c'est fabriqué en France? Est-ce que c'est fabriqué au Bangladesh, en Éthiopie ou je sais pas où? En fait, quand on fait le bilan carbone, on se rend compte que la confection, c'est pas ce qui pèse le plus dans l'impact environnemental, pas que dans les émissions et même dans l'impact environnemental du produit. Pour moi, ce sujet du lieu de confection, c'est un sujet de responsabilité sociale. C'est un sujet de savoir si les gens, avec qu'on fait travailler travaillent dans des conditions qu'on juge, admissibles, correctes, et ça, c'est assez subjectif. C'est un parti pris qu'il faut prendre, que l'entreprise va prendre, parce qu'on peut juger, que par exemple, pour nous, non, ce qui est hyper important, c'est le fait de travailler en France. On veut faire travailler de l'emploi local, heu et l'emploi local, c'est l'emploi français. Mais on peut aussi juger que, plein d'autres marques éco-responsables très connues vont juger que faire travailler des ouvriers au Bangladesh, qui vont être payés peut-être 10 fois moins cher, sur un salaire minimum 10 fois plus bas que dans nos pays. C'est OK parce qu'en fait, localement, ces personnes-là ont un niveau de vie qui est correct, sont rémunérées, de manière, correcte, et sont dans des conditions qu'on juge, que l'entreprise juge correctes. Et là, je fais aucun jugement de valeur, je veux juste te dire que c'est aussi une question assez subjective, qu'il faut résoudre. Donc nous, on avait, fait le choix dans un premier temps d'essayer de travailler le plus localement possible, donc avoir un circuit de fabrication 100 français. On était même 100 made in Rhône-Alpes dans les premières années de Wise. Après, on a été confronté à des problèmes industriels. On se rendait compte que c'était très, très compliqué de maîtriser la qualité des produits, et il y avait pas le tissu en termes de confection, il y avait pas le tissu économique, sur la partie confection.
qui nous permettait de développer le projet tel qu'on le voulait. On avait énormément de problèmes de retard, de qualité, de tout ça et donc on a fait le choix qui était assez dur, mais on a fait le choix de partir au Portugal où, aujourd'hui d'un point de vue, responsabilité sociale, l'entreprise avec laquelle on travaille, est au plus haut standard, c'est en Europe. Les gens sont très bien payés. Hem, il y a donc pour nous, ce sujet-là, on l'évacuait à partir du moment où on faisait travailler des gens, hem, tels que dans des conditions telles que nous, on serait capable de travailler. Je pense que c'est ça le truc, c'est se dire, si on était à leur place, est-ce qu'on serait OK pour travailler comme ça? Et donc la réponse pour nous est oui. Et après sur le volet écologique, donc comme je le disais, on a le sentiment enfin on voyait que l'essentiel des émissions venait de la matière première et du tissu. C'est ici que l'enjeu écologique se joue. Hem et ça, pour s'en rendre compte, en fait, donc ça, on le voyait sur les ACV et quand on visite les usines, en fait, on s'en rend vite compte. La partie confection, c'est des machines à coudre, donc c'est essentiellement du temps de main-d'œuvre qu'on alloue, avec un peu de kilowattheures, mais très f tu vois, l'éclairage, les machines à coudre, mais c'est très faible. Quand on va visiter les usines, Payen ou des usines, en général de tissus, fabriquer un tissu, c'est, ben, il faut prendre la matière première, ton polymère, faut le texturer, donc tu le fais passer dans des fours, à très grande vitesse. Tu dois texturer des dizaines de milliers de mètres de fils, heu, comme ça pour faire des bobines. Tu dois le guiper, tu as des processus de guipage où tu as des machines qui tournent H24 pour, enrouler ton fil de polyamide autour de ton fil d'élastane. Tu as la phase d'ourdissage où tu dois, enrouler tes fils, tes tissus sur un rouleau, pour faire ta chaîne. La phase de tissage pour faire ta trame, la phase de teinture et en fait, tu as tout un process industriel qui est très complexe et ça va prendre, quand le procédé est fait vraiment de bout en bout, ça peut prendre 6 semaines 6 semaines de temps machine H24 pour sortir un tissu. Tu as des mètres de tissu, heu, enfin, tu vois, 5 000 mètres de tissu, de chez Payen, et donc c'est des kilowattheures qu'on va mobiliser, énormément de kilowattheures. C'est, de la ressource en eau pour la teinture, c'est, des produits chimiques pour la teinture. Donc on a vite compris que c'était là que ça se jouait et donc au début, on se demandait comment est-ce qu'on fait pour avoir un impact significatif là-dessus et donc si on considère que les kilowattheures, tu vas pas pouvoir les changer, le seul truc qui te reste à changer, c'est le mix énergétique, de ton usine et là-dessus, il y a des très grandes disparités entre les pays producteurs. Par exemple, si tu donc nous on se référait, à l'Energy Atlas pour voir ça, mais tu peux voir, il y a plein de graphiques sur internet où tu vas voir que, par exemple, le mix énergétique moyen, en Italie, il est aux alentours de 450 grammes, par kilowattheure, grammes de CO2 par équivalent par kilowattheure émis. En France, on oscille entre 60 et 80 et donc tu as déjà un rapport, de 5, 6 en termes d'émissions de CO2 par kilowattheure. Ce qui veut dire que juste en choisissant un mix énergétique français, versus un mix énergétique, italien, tu divises par 5, 6 tes émissions de CO2 sur 80 de ta masse d'émissions de CO2 de ton produit. Enfin 70 80 de ta masse de CO2. Donc en fait, nous, voilà, une conviction très forte qu'on avait dès le début, c'est qu'en fait, le sujet de l'éco-responsabilité, c'est bien sourcer les matières et bien sourcer les usines avec lesquelles on va travailler et les sourcer. Donc le pays avec le mix énergétique le plus bas carbone et qui est un pays producteur de matières, il s'avère que c'est la France. Heu et donc on a fait un mapping, une sorte de hiérarchisation des pays producteurs, donc des usines avec lesquelles on allait travailler et la France arrivait vraiment en top 1. Donc ça, là, ça a été c'est ce qui nous a motivés à travailler en France et il s'avère qu'on a trouvé le fournisseur qu'en France, on a un fleuron de l'industrie à l'échelle mondiale. On a un fleuron de l'industrie, textile qui fait des matières exceptionnelles techniquement, qui va fournir, les plus hauts les athlètes les plus, enfin qui va faire par exemple les maillots du contre-la-montre du Tour de France, qui va faire, les maillots de l'équipe de France de rugby, qui va faire les maillots des aux JO en natation. C'est Payen. Et il s'avère qu'il est français, donc Payen a vraiment regroupé tous ces arguments pour nous qui faisaient que c'était très, très bien de bosser avec eux et on n'a aucune part je tiens à préciser,
Ils nous versent pas de royalties sur les ventes qu'on fait. D'ailleurs, on devrait peut-être, leur demander, mais on le fait vraiment par conviction que c'est le bon choix. Explication très claire, je l'attendais exactement comme ça. Merci Guillaume, parce que c'est vrai que je pense que ça éclaire beaucoup de gens et que c'est important de parler de ce mix carbone, de mix énergétique et souvent de casser des idées reçues que forcément on peut peut-être produire plus près en France, mais on se rend compte avec tes explications qui sont basées aussi sur des faits scientifiques que c'est pas forcément le cas. On va arriver au bout de ce podcast. Et je tiens juste à préciser que, là, j'ai donné, ce qui pourrait être, enfin, ça pourrait ressembler à une recette, mais je veux juste bien préciser que c'est pas, enfin, que justement le piège dans ces considérations-là, c'est qu'il y a pas de recette, il y a que des cas particuliers, qu'il faut regarder à chaque fois, vraiment faire la seule clé, c'est de faire l'analyse de cycle de vie et qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est incroyable par rapport au moment où nous on s'est lancé, c'est que l'industrie textile est aussi en train de se structurer sur ces questions-là, justement pour sortir des idées reçues. Il y a un travail qui est fait sur l'affichage environnemental et qu'il y a des plateformes qui commencent à voir le jour, qu'on n'avait pas au début et qui nous aident aujourd'hui dans nos décisions. Je pense, nous, on travaille avec Waro, que je salue d'ailleurs, qui fait ça, très bien et qui nous aide à prendre nos décisions, hem, sur ces considérations-là. Alors, on va arriver, je le disais, au bout de ce podcast qui sera sans doute aussi le plus long, mais vous êtes deux, donc ceci justifie cela. On va terminer avec Axel. Quelle est votre vision peut-être déjà, bon, 2025, on a compris un petit peu les changements, mais la vision à 2030, vous vous imaginez comment dans 5 ans, vous qui, il y a 5 ans, étiez encore presque à cette époque-là en Nouvelle-Calédonie. C'est quoi le WISE de 2030? Je pense qu'on a chacun notre réponse. Moi, je te dirais que, enfin, je profite tellement du chemin et que je suis tellement contente de vivre chaque instant que je vis vraiment dans le moment présent et j'ai vraiment toujours du mal à me projeter et que juste je sais on est dans un moment où voilà, on vit notre aventure, on vit nos hauts, on vit nos bas, on apprend tous les jours, on fait quelque chose qui nous passionne et qu'on aime. Et je pense que voilà, moi, ma vision, c'est de continuer comme ça. Et voilà, je préfère pas me projeter et peu importe quoi. En fait, peu importe où on est en 2030, on kiffe ce qu'on fait et on kiffe le chemin. Et voilà, c'est le principal. Et alors T'as la pas réponse aimé? business, du coup, je pense que comme je te disais, pour nous, vraiment le gros focus pour nous, c'est de devenir la référence sur l'ultra en équipement. On se voit bien, dans 2 ans, être, un acteur incontournable à l'échelle mondiale sur l'équipement d'ultra, vraiment spécialisé ultra. Et je dirais que, donc on a quelques aventures, on va suivre le chemin de nos amis NAC sur certains aspects, heu, pour, heu, pour rien spoiler mais juste pour teaser, ce qu'il faut. Mais aussi si on s'imagine, plus loin, à 5 ans, je pense qu'on s'imagine, avoir ouvert un nouveau segment, créer une nouvelle discipline qui serait ou dont on serait, ben, les leaders. On ne serait pas en train de marcher, dans les pas d'un autre acteur, ou tu vois, dans les pas de Salomon ou de Hoka, qui serait, cette discipline, où on parle d'itinérance, qui est un peu à la croisée des chemins entre l'ultra running et le fast hiking. Et voilà, on pense qu'il y a vraiment un océan bleu une pratique à ouvrir là-dessus, qu'on essaie d'évangéliser progressivement et on se voit dans 5 ans, on imagine que dans 5 ans, ça sera un marché, plus important. Très bien, merci beaucoup pour cet entretien. Je pense qu'on aurait presque pu faire 3 heures, parler aussi des athlètes auxquels on pense, parce que vous avez aussi une forte communauté d'athlètes avec qui vous collaborez, un team, un collectif, comme vous l'avez appelé l'an passé, très fort. Tous les salariés, les nouveaux avec qui vous collaborez, je pense aussi notamment à votre nouvelle community manager Hélène, une grande traileuse, championne de France de 100 km et qui vous rejoint à Annecy depuis quelques jours. Merci beaucoup. Je sais que votre temps est compté aussi. On va vous souhaiter bon vent. On va suivre ces petites informations que tu as teasées, Guillaume, dans les prochains jours. Je pense qu'on aura des belles annonces. On suivra ça avec attention. Je tiens aussi à remercier énormément Benjamin qui m'a aidé à préparer cet entretien.
Benjamin qui a participé à la Saint-Élion ce week-end en terminant 909e en moins de 10 heures. Donc, on le félicite aussi parce que lui aussi mouille le maillot. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce podcast, à ce premier duo. Bon vent pour la suite, bon vent pour 2025. Et puis on sait où vous retrouver sur le site web Wise Trail Running, avec cette nouvelle identité graphique aussi qui va vous accompagner sur ces 5 prochaines années et peut-être même plus. Et puis sur les salons, on a toujours plaisir à discuter avec vous, à échanger. C'est vrai que c'est toujours un moment agréable en tout cas. Merci beaucoup. Merci Fred. Merci Fred. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.